Alors, le sujet donc, qui a été proposé à ces épreuves hein, s'intitule «L'ouverture commerciale est-elle toujours facteur de prospérité économique et sociale?» Il me semble que pour commencer à traiter ce sujet, la formulation elle-même est intéressante en exprimant la question est-ce que c'est toujours un facteur de prospérité économique et sociale? L'intitulé du sujet finalement véhicule l'idée que fondamentalement, on voit dans la pensée économique l'ouverture commerciale comme un facteur de prospérité. Et ça renvoie, et je crois que c'est quelque chose qui peut être utile à développer dans une première partie, ça renvoie au débat intellectuel d'économie politique, toutes les controverses sur le commerce international, le libre-échange. On peut dire que la tendance dominante historiquement dans ce champ a battu en brèche l'idée que la protection était une réponse cohérente d'une façon générale et a mis en avant l'idée que l'ouverture commerciale était bénéfique et pas seulement si elle s'accompagnait d'une situation où il y avait un excédent commercial, hein, comme ont pu le voir les mercantilistes. D'ailleurs, au fond, on peut rappeler que quelle est la motivation du commerce, sinon celle de réaliser un bénéfice économique. Donc derrière, évidemment, il y a les travaux d'Adam Smith et c'est la mise en avant de la notion de division internationale du travail et d'avantages absolus, les avantages comparatifs et les travaux de Ricardo notamment, et plus largement des arguments selon lesquels, disons, le commerce international peut être bénéfique économiquement, principalement parce que la division internationale du travail permet d'être plus efficace, permet un gain d'efficacité dans l'allocation des ressources à l'échelle des pays qui échangent, ce qui est source de gains économiques. D'autres arguments qui souvent ont été plus mis en valeur par la suite, et y compris dans une période plus récente, de gains associés à l'ouverture commerciale, ont trait aux économies d'échelle, à l'effet d'augmentation, d'intensification de la concurrence véhiculée par le commerce, y compris d'ailleurs concurrence entre entreprises, hein, pas seulement entre États. L'effet également d'augmentation de la variété des produits qui sont mis à la disposition des consommateurs et d'ailleurs aussi des producteurs quand il s'agit de produits intermédiaires. Donc, c'est quand même ce courant-là, je pense, dont on peut raisonnablement dire et rappeler qu'il a été plutôt un facteur dominant dans cette histoire intellectuelle des débats sur le libre-échange. Il faut ajouter, je crois, puisque la formulation parle de prospérité économique et sociale, il faut ajouter un point important immédiatement, c'est que associé à cette efficacité du commerce international, il y a toujours eu immédiatement l'idée qu'il y a un effet redistributif important, un effet distributif pardon, important. C'est-à-dire que le commerce fait des gagnants et des perdants, et que c'est un impact inhérent à la nature même de la division du travail au niveau international et donc des échanges. On peut, par exemple, évoquer ce qui est probablement l'élément théorique le plus connu dans ce domaine, c'est dans la théorie des proportions de facteurs, ce qu'on appelle le théorème de Stolper et Samuelson, qui montre que dans un cadre théorique assez simplifié, le facteur rare, donc dans lequel un pays est relativement mal doté en comparaison du reste du monde, va perdre dans sa rémunération réelle lors d'une ouverture à l'échange. Euh, donc, bon, c'est un élément particulier qui peut être utile pour l'illustration, mais le point beaucoup plus général, c'est celui du fait que l'ouverture commerciale s'accompagne d'effets distributifs importants. Si bien que la prospérité sociale dont on parle nécessite la redistribution et elle n'est possible qu'à ce prix. Donc, les gains du commerce ne sont véritablement partagés, ne sont source de prospérité sociale que si l'on met en œuvre effectivement cette redistribution. Ensuite, deuxième point, je commençais par souligner le fait qu'il y a eu cette
tendance à mettre en avant les gains du libre-échange. La situation maintenant, disons, l'évolution de ces débats, elle s'est faite avec beaucoup de nuances quand même. Et on peut citer à cet égard John Stuart Mill qui disait, je pense que ça résume assez bien l'état de ces débats, et c'est vrai même longtemps après, puisque sa formule elle date de ses principes d'économie politique de 1848, il disait la doctrine protectionniste défaite comme théorie générale trouve un soutien dans un certain nombre de cas particuliers. Et c'est une façon assez synthétique de reconnaître que même s'il y a des arguments généraux pour le libre-échange, il y a aussi beaucoup d'arguments qui ont été avancés avec beaucoup de justesse et beaucoup d'intérêt pour mettre en avant l'intérêt de la protection. Je pense en particulier à l'argument des industries naissantes, hein, donc à propos duquel on peut aussi bien citer Friedrich List parce que c'est l'économiste plus associé à ça que même Alexander Hamilton qui avant, hein, donc dans les débuts de l'économie américaine avait été plus lui dans l'application de ce type de doctrine, et c'est quelque chose d'important d'une façon générale, y compris ensuite cet argument des industries naissantes, en tout cas dans la mise en pratique. On peut considérer que ça a été quelque chose d'important, y compris au XXe siècle, dans beaucoup d'économies. Deuxième argument, je pense qu'il faut mentionner, parce qu'il est important, Keynes lui-même, même s'il n'était pas vraiment protectionniste, soulignait que la protection commerciale peut être une condition potentiellement nécessaire pour réussir une relance macroéconomique, éviter finalement que le commerce soit sape l'efficacité de la relance économique. Donc plus tard, il y a eu d'autres arguments, par exemple ceux soulignant la possibilité de manipuler des termes de l'échange, hein, ce qu'on appelle la théorie du tarif optimal, qui n'est vrai, rappelons-le, que si la protection en question est non réciproque. Des arguments aussi sur les politiques commerciales stratégiques qui peuvent être menées pour essayer de capter des rentes au détriment de ses partenaires. Voilà, donc c'est une façon, je pense, utile et probablement même nécessaire pour bien dresser la toile de fond, disons, de cette question de l'impact du commerce d'une façon générale. Ensuite, et il me semble que c'est probablement quelque chose qui peut nourrir une seconde partie de la réflexion, les débats d'aujourd'hui sont d'une nature un peu différente. Et ils sont marqués par la contestation, en tout cas la discussion beaucoup plus controversée des bénéfices de la mondialisation dans un contexte où, au fond, plus que de l'ouverture commerciale spécifiquement, il s'agit au sens le plus large de la mondialisation, ou pour reprendre le terme de Daniel Rodrigue, d'hypermondialisation. Donc, si on pense à la période d'intensification très forte des interactions économiques qu'on a vues en particulier depuis le début des années 1990, il a été marqué par une intensification très forte du commerce, mais aussi de l'investissement direct à l'étranger, le développement des chaînes de valeur, et puis tous les débats qu'on connaît autour finalement, plus que seulement l'ouverture, souvent autour des délocalisations, par exemple. Donc, première chose à souligner d'ailleurs, c'est que cette période, elle a été marquée, en tout cas entre le début des années 90 et la crise financière, aussi par une convergence importante significative des niveaux de vie au niveau mondial, une baisse de la pauvreté sans précédent sur cette période. Maintenant, pour les pays riches, pour les économies avancées, cette période, et la période actuelle également d'ailleurs, a été marquée aussi par tout les questionnements sur le rôle des pays émergents dans l'accroissement des inégalités au sein des économies avancées. Alors, il faut préciser d'emblée que ce qui fait moins de débat, c'est le fait que la mondialisation, l'insertion d'un certain nombre, l'émergence d'un certain nombre de pays en développement dans les échanges mondiaux ont été source de bénéfices pour les consommateurs. Ils ont augmenté leur pouvoir d'achat en permettant de baisser les prix. Maintenant, ce qui est en question, c'est de mieux comprendre et d'écrire ce qu'il en est de l'impact sur les travailleurs. C'est un débat qui avait déjà été
controversée importante dans les années 90. On peut penser à la campagne électorale américaine de 92 et dans la perspective de la ratification de l'ALENA, où Ross Perot, par exemple, candidat indépendant, avait fait de la menace, disons, de l'ALENA et de la concurrence mexicaine un argument de sa campagne. C'était également un débat très vif en France. On peut penser au rapport Arthuis à l'époque. Et ce débat qui avait été aussi beaucoup le sujet de beaucoup des travaux économiques, finalement avait amené à montrer qu'il y avait un impact effectivement de cette émergence d'un certain nombre de pays avassalaires dans l'accroissement des inégalités des économies avancées, mais probablement d'un ordre de grandeur limité parce que ces économies avancées elles-mêmes, en termes de poids dans le commerce mondial, étaient relativement limitées. C'est ce qui a changé à partir des années 2000, notamment, en particulier du fait de l'explosion de la Chine dans le commerce international. Et c'est ce qui a été bien montré par un certain nombre d'études aux États-Unis, notamment celle de David Autor et de ses co-auteurs, qui ont intitulé cet effet le choc chinois, le China Shock en anglais, et qui ont montré par leurs travaux que de fait, la concurrence de la Chine aux États-Unis avait probablement été à l'origine d'environ 20% des pertes d'emplois manufacturés observées entre le début des années 90 et la crise financière. En France, l'ordre de grandeur est assez proche, d'après l'étude qui a essayé de répliquer ces travaux, 15% des pertes d'emplois manufacturés sur la période. Donc, je précise que c'est un pourcentage des pertes observées sur la période, ce n'est pas un pourcentage du niveau d'emploi initial. Mais dans les deux cas, ça veut dire un impact quand même significatif. Il faut préciser que ce sont deux pays qui sont avec un déficit commercial important, donc c'est une précision importante parce que le diagnostic est un peu différent quand on considère d'autres pays. Et ça montre bien que la concurrence des pays émergents, en l'occurrence, a accéléré, exacerbé la désindustrialisation. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ce choc, donc ça représente un choc concurrentiel qui a été fort, qui a été douloureux et qui a eu une empreinte territoriale forte. Donc, aux États-Unis, on parle beaucoup de la Rust Belt, cette ceinture de rouille où était installée historiquement l'industrie, le cœur de l'industrie américaine. En France, on peut parler du Nord, de la Lorraine et d'un certain nombre de villes moyennes qui étaient des villes industrielles et qui ont durablement et durement senti les effets de ce choc concurrentiel. Voilà. Donc, je crois qu'il est utile de rappeler aussi que ça s'inscrit dans une tendance de désindustrialisation qui préexistait et qui existe et qui est forte dans tous les pays, toutes les économies avancées, qui est principalement liée aux changements structurels et aux tendances relatives de productivité, pas tant aux échanges, et qui n'est d'ailleurs pas forcément plus rapide dans les pays les plus ouverts que dans ceux qui le sont moins, aussi dans des économies avancées. Mais enfin, il y a eu une reconnaissance de l'importance de ce choc concurrentiel. Ensuite, donc lié à ça, aussi une contestation de plus en plus forte de la mondialisation, enfin de l'ouverture commerciale et plus généralement de la mondialisation, avec des conséquences politiques que l'on peut associer notamment pour les plus manifestes au vote pour le Brexit, à l'élection de Trump, au développement du nationalisme économique dans un certain nombre de pays, ce qui est quand même l'illustration du fait que ces effets ont été un facteur de division sociale dans ces différents cas. Donc, ça a été quand même une phase, je crois, importante de reformulation du questionnement autour des bénéfices de l'ouverture commerciale et de la mondialisation. Maintenant, pour aller vite, disons, je crois que dans un troisième temps, au fond, pour ouvrir la discussion, il faut un peu élargir le questionnement pour se demander
comment est-ce qu'on peut rendre l'ouverture commerciale bénéfique? Quelles sont les conditions pour que l'ouverture commerciale soit bénéfique? Ce qui est une façon d'ailleurs de répondre implicitement à la question initiale. Non, il n'y a pas de manière systématique un caractère bénéfique, mais en revanche, il faut, disons, affiner la discussion, discuter sur quelles sont les conditions à réunir pour que ce soit le cas. Première chose, c'est que si l'ouverture peut être bénéfique d'une façon générale, on peut se demander à quel point. Hein. Est-ce que ça signifie que toujours plus d'ouverture venir toujours plus de bénéfices? Alors, d'une part, on voit que le politique de repli ou de substitution aux importations ont plutôt échoué. On peut voir aussi et souligner qu'il n'existe pas de pays riches fermés. Donc, ça revient à ce que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire en tant que théorie générale, le protectionnisme est défait. Mais en pratique, on peut aussi souligner le fait que la redistribution des gains, dont on a souligné tout à l'heure qu'elle était une condition nécessaire de cette prospérité sociale, est en pratique rarement effectuée complètement et correctement. Donc, ça pose la question aussi de savoir ce qui est souhaitable. Et ça montre que si le choc redistributif est trop élevé, alors probablement, il ne sera pas synonyme de prospérité sociale parce qu'on ne va pas arriver à faire une redistribution des gains derrière qui sera satisfaisante au regard du choc. Ensuite, deuxième élément, c'est que surtout dans nos économies modernes où l'État régule beaucoup de dimensions de la vie économique et sociale, on est amené à donner plus d'importance au fait que l'ouverture contraint les politiques nationales. Et si l'implication, c'est que si la volonté d'ouverture amène à harmoniser les politiques nationales, alors elle risque d'avoir pour conséquence d'ignorer les différences nationales de préférence collective. Et là, au fond, on est amené à souligner la difficulté à souligner après, notamment Dany Rodrik qui avait parlé de triangle d'incompatibilité de la mondialisation, la difficulté à concilier à la fois une hypermondialisation, donc une mondialisation très poussée, d'une part, d'autre part, une vie démocratique respectant justement les préférences collectives de la population, et d'autre part, une souveraineté nationale. Si vraiment il y a des différences entre les préférences collectives au niveau national, qu'elles sont dûment respectées dans la vie politique, alors on ne peut pas tout harmoniser finalement. Au-delà de ça, les échanges influent sur les régulations de différentes façons qui, je pense, méritent d'être rapidement rappelées. La première, c'est que les échanges diffusent les régulations. Il y a une influence normative au travers des échanges commerciaux. Cette influence, elle est grande, notamment pour l'Union européenne. La deuxième, c'est que les échanges peuvent ou risquent en tout cas de saper l'efficacité de certaines politiques de régulation lorsque ces régulations dégradent la compétitivité. On parle d'effet de fuite par les échanges, on peut parler de régulation des salaires, enfin au social, disons, on peut parler de contraintes techniques, et évidemment de contraintes sanitaires et de contraintes environnementales. Donc, ça renvoie facilement au terme de dumping social et environnemental, qui, à mon avis, est un terme assez galvaudé qu'il ne faut probablement pas utiliser sans, en tout cas, une explication claire de ce qu'on veut signifier par là, claire et précise. Mais ce qu'il faut mettre en avant, je pense, c'est qu'il y a le risque que les échanges, il existe un risque que les échanges pèsent négativement sur la qualité des institutions, par réaction à cet effet de limitation de l'efficacité. Alors, et sachant que par extension d'ailleurs, et ça c'est aussi dans le goût du jour, disons, les échanges peuvent aussi risquer de limiter la souveraineté. Et ça pose la question de savoir quel est le niveau d'ouverture souhaitable dans un contexte de tension géopolitique. Donc, c'est évidemment des questions qui ont été mises sur le devant de la scène par les crises récentes du Covid et de la guerre en Ukraine. Ensuite, plus largement, c'est la lutte contre le changement climatique qui devient un défi central, existentiel et une condition sine qua non de la prospérité économique et sociale. Et donc, je pense qu'il est naturel d'orienter vers la discussion
des liens entre le commerce et cette lutte. Quel est l'impact du commerce? Il est complexe, on le sait, avec à la fois un effet sur le transport, des effets, ce qu'on appelle souvent, ce qu'on distingue en tout cas, des effets d'échelle sur le niveau de la production, de composition sur sa distribution sectorielle, des effets technologiques aussi sur l'efficacité, y compris d'ailleurs l'efficacité du point de vue environnemental de la production. La possibilité pour le commerce de permettre une coordination ou une collaboration entre les acteurs. Ça, je crois que c'est essentiel parce que justement le changement climatique est un défi global et une externalité pure au niveau mondial. Donc, il faut pouvoir se coordonner si on veut y répondre, c'est essentiel. Des politiques qui peuvent être mises en place pour essayer d'éviter les effets de fuite auxquels je faisais référence tout à l'heure. C'est toute la discussion en cours sur le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, hein, pour justement éviter cet effet potentiellement néfaste de l'ouverture commerciale sur les politiques de régulation et de limitation des émissions polluantes. La nécessité de faciliter des collaborations. On parle aussi de clubs bas carbone, ce qui est une façon d'utiliser le commerce et l'ouverture commerciale pour faciliter la coordination dans les politiques mises en place par les pays et puis essayer d'influencer d'autres pays. On parle aussi d'encourager les transitions, par exemple, autour de politiques d'assistance aux pays en développement et de transferts technologiques qui sont une partie importante de ce qui doit être mis en place pour lutter contre le changement climatique. Voilà, c'est bon, des éléments assez ouverts, mais je pense vraiment importants dans cette discussion. Enfin, pour conclure, je pense que tout ça, ça amène aussi à rappeler que autour de ces différentes dimensions de la discussion, l'ouverture commerciale n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et donc, ça amène à sortir de questionnements trop simplistes qui verraient de façon trop manichéenne l'ouverture comme étant bonne ou mauvaise, mais de se poser la question de savoir comment on s'adapte aux défis d'aujourd'hui pour réfléchir aux avantages, inconvénients, possibilités et risques d'ailleurs de l'ouverture commerciale. Voilà, j'espère que ces éléments vous seront utiles et pour réfléchir à ce sujet passionnant.